Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où, comme d'hab, on va revenir sur les derniers matchs qu'on a pu observer, faire un petit peu le point sur tout ça. Néanmoins, ça va quand même aller assez vite, je pense. Il y a certains matchs où je pense notamment celui des Pacers mercredi dernier, je sais pas si ça vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde plus que ça, parce que tu prends le match des Wizards du mercredi de la semaine d'avant et c'est la même chose. Tu changes Wizards par Pacers, et c'est la même chose. Bon, alors évidemment, les Pacers sont quand même une bien meilleure équipe que les Wizards, mais en termes du match qu'on a observé, c'était exactement pareil. Euh, Zéro énergie, zéro défense, passivité, mais totale. Pas la moindre envie d'être là, rien à foutre de ce qui se passe. Rapidement mené au score et pas grand monde pour se sortir les doigts pour essayer de revenir derrière, à part Zach LaVine qui continue sa série de matchs à au moins 30 points, et on va parler de ça un peu plus tard. Et Lonzo Ball, comme à Washington la semaine d'avant, tu voyais pratiquement que Lonzo Ball qui avait fait vraiment un gros match, qui montrait de l'envie, de l'énergie, de la détermination, mais sinon on n'a rien vu. Mais vraiment, il y a rien à dire sur ce match, quoi. Indiana était sur une bonne série, Haliburton revient en grande forme après un début de saison très moyen de sa part, en dessous de ses standards en tout cas, et donc on s'est fait défoncer, quoi. Donc voilà, une large défaite à Indiana, logique. Donc voilà, bref, on passe. Il n'y a franchement pas de quoi s'attarder. On n'a rien appris sur ce match-là. Et puis, réaction 2 jours plus tard avec le retour au United Center qui marquait le début d'un homestand de 5 matchs consécutifs à la maison, donc le plus long homestand de la saison. Et donc avec quand même des équipes bien abordables en termes de qualité, de leur bilan et de leur forme du moment. Et donc Washington était la première de ces équipes-là, et on a plutôt bien réagi. Ils avaient beaucoup d'absents, et puis bon, ils sont nuls à chier. Et pour la première fois depuis longtemps, on a fait une entame de match quand même très solide, très intéressante, avec les mecs bien appliqués, qui ont fait les efforts sur le plan défensif, les rotations, etc., qui étaient bien assurés, la bonne circulation de balles. Euh, je sais pas si ça vient de leur propre fait, qu'ils se sont dit, bon, là, le dernier match à Indiana, on a fait n'importe quoi, là, faut réagir. Ou si c'est juste les Wizards qui sont nuls à chier parce qu'ils prennent des shoots, mais totalement débiles, et pas que Jordan Poole, mais en grande partie lui quand même. Mais en tout cas, c'est un match qui va vite pencher en faveur des Bulls, parce que même si à la pause, l'écart est pas immense, tu sens quand même que, euh, vu la manière dont on joue, ça penche quand même beaucoup plus de notre côté par rapport à Washington, quoi. Ils mettent quelques 3 points par-ci par-là pour rester plus ou moins en contact, ils sont un petit peu derrière, mais par contre dans le troisième quart-temps, c'est là qu'on va creuser l'écart. Je crois qu'on met 41 points dans le troisième quart-temps, on bombarde dans tous les sens, on fait le nécessaire, et derrière, c'est garbage time dans le quatrième, quoi. Donc c'est un match et encore une fois, on avait perdu contre cette même équipe chez eux une semaine avant, donc il y avait aussi de la revanche à ce niveau-là. Et là, c'est un match qu'on a maîtrisé. On s'est dit, on affronte le pire bilan de la ligue, il leur manque plein de gars, on doit les défoncer. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est la plus large victoire de la saison pour nous, plus 33, on gagne 138, 105, avec un petit peu tout le monde qui se montre. Pas tout le monde, pareil, ça aussi on va y revenir un petit peu. Mais bon, voilà, une victoire logique, somme toute logique. Mais le vrai test de la semaine, c'était évidemment le retour de DeMar DeRozan au United Center avec ses Sacramento Kings. Euh, DeRozan qui a eu, comme toujours, voilà, des bons mots pour la franchise, pour ses coéquipiers, pour Billy Donovan, pour la ville aussi. Et puis il a eu droit à sa petite vidéo hommage au premier temps mort, et l'ovation qui va avec. Donc voilà, c'était cool de le revoir, et c'est toutes les voilà, la vidéo hommage, l'ovation, tout ça, c'était évidemment mérité après tout ce qu'il a fait à Chicago pendant les 3 saisons qu'il a passé avec nous, sur le parquet, en dehors des parquets, avec son leadership pour les plus jeunes notamment. Bref, des Rosanne, voilà, on sait tous ce qu'il a fait aux Bulls pendant 3 ans, et ça a été un régal de le voir jouer chez nous. Donc voilà, hommage mérité. Et c'était une des dates qui était attendue quand le calendrier est sorti. On s'est dit quand est-ce que Caruso va revenir, quand est-ce que DeRozan va revenir. Donc voilà, ces matchs-là sont passés maintenant, et voilà, ça a été l'occasion de rendre hommage à ces joueurs-là, même si collectivement on n'a pas franchement retourné la ligue, hein, pendant ces 3 saisons-là, mais il y a eu quand même des moments extrêmement sympas, et ces deux gars-là étaient quand même parmi les joueurs qui ont le plus compté sur cette période. Donc
Donc il fallait évidemment leur rendre hommage, clairement. Mais donc voilà, on recevait une équipe des Kings qui, mine de rien, était sur une grosse série parce que depuis qu'ils ont viré Mike Brown pour mettre Doug Christie à la place, bah, ils ont enchaîné les victoires. Là, ils en avaient 6 de suite avant d'arriver au United Center, dont la dernière sur le parquet des Celtics, et ils leur ont mis une crevée de plus de 25 points. Donc c'était quand même pas rien, quoi, avec un Sabonis qui a fait un truc comme genre 25 points, 28 rebonds, un truc comme ça. Donc on savait à quoi s'attendre, hein, on était prévenus. Et, et en plus, il récupérait De'Aaron Fox, qui était absent sur les derniers matchs, pendant que nous, au contraire, on perdait Kobe White, qui était touché au cervical, je sais pas, genre il a mal dormi la veille ou un truc comme ça, ou j'en sais rien, mais en tout cas, euh, il avait des douleurs au cervical, il n'a pas joué ce match-là, ce qui a permis à Lonzo Ball d'être titulaire pour la première fois depuis quasiment 3 ans jour pour jour, depuis sa blessure au genou, la première face aux Warriors, qui était donc le 14 janvier. Donc voilà, on est le 14 janvier, donc il y a 3 ans jour pour jour que Lonzo s'est blessé pour la première fois au genou, et donc c'était un peu comme un symbole. Là, il était titulaire pour la première fois depuis ce moment-là. Euh, et en fait, tout au long de ce match, on va assister à un vrai chassé-croisé. Les deux équipes exploitent de belle manière les énormes failles défensives de l'équipe adverse, parce que des deux côtés, la défense, c'est... la quoi? Non, je sais pas. J'ai jamais entendu parler. C'était... Non, c'était incroyable, c'était incroyable. Euh, beaucoup de points marqués des deux côtés, parce que voilà, on a fini sur un score intéressant, parce que sur la fin, c'était... Voilà. Il n'y a que le dernier quart-temps qui était... Il n'y avait pas trop de points, pas trop d'adresses, mais sur les 3 premiers, c'était open bar, ça allait dans tous les sens. Et mine de rien, ça se répond du tac au tac, c'est indécis, c'est serré jusqu'au bout, il n'y a jamais un gros écart qui se fait pour l'une ou pour l'autre des deux équipes. Il y a 28 changements de lead dans ce match-là. C'est pas loin du record cette saison en NBA, parce qu'il disait pendant le match que c'était 32 dans un match entre les Knicks et Atlanta. Mais bref, Sacramento débute en mettant 20 ses 25 premiers points dans notre raquette, parce qu'il n'y en a pas un qui bloque un drive, il n'y en a pas un qui se met en opposition, qui fait quoi que ce soit. On est paumé sur les pick and roll, on laisse les types tout seuls, et du coup ils ont des boulevards pour aller au cercle. Sabonis, il remonte des ballons, il voit des mecs qui cut, backdoor, boum, il met des super passes, des super bounce pass. Il a régalé, il était déjà presque en triple-double avant la mi-temps. Il a fini, je crois, avec seulement 7 ou 8 passes décisives, mais il a loupé le triple-double de pas grand-chose, alors que déjà à la mi-temps, il était bien parti pour ça. Euh, il nous a fait vivre un cauchemar. Et puis voilà, avec ses rebonds, avec ses post-ups sur Vucevic, lui a passé une sale soirée sur le plan défensif quand même. Il s'est fait ouvrir sur tous les pick and roll, il s'est fait exploiter de ouf. Donc c'était assez compliqué. Après, Chicago aussi a mis beaucoup de points à l'intérieur parce que bon, bah, les Kings, ça défend pas de ouf non plus, hein. On a vu des bons drives. Josh Giddey notamment qui a fait un match intéressant, j'ai trouvé. Zach LaVine aussi. Pee-wee, il a essayé, hein, mais à part un N1 en début de match, il a quand même loupé à peu près tout ce qu'il a fait. Mais on va revenir sur Patrick Williams, parce que ça commence sérieusement à me gonfler tout ça. Mais enfin bref, c'était un match très rythmé, ça se répond en permanence, il y a des possessions très courtes, il y a beaucoup de rythme, t'as un panier, boum, remise en jeu, boum, longue passe, shoot de l'autre côté. Enfin, il y a beaucoup d'actions de ce style-là. Donc Zobol qui claque plusieurs paniers à 3 points qui font du bien. D'ailleurs, il va en claquer 5 sur ce match-là et inscrire 15 points, ce qui va être son record cette saison. Alors que le match d'avant contre Washington, il en avait déjà mis 4 paniers à 3 points, ce qui était à ce moment-là son record de la saison. Donc il a battu le match d'après. Euh, mais voilà, dès qu'on fait un truc, Sacramento répond. Fox met des gros paniers dans le troisième quart-temps, notamment un buzzer, un 3 points dans le corner devant le banc des Bulls sur le buzzer du troisième quart-temps qui fait plus de Kings après 3 périodes, 97-95. Et ensuite, DeRozan, comme d'habitude, met des paniers dans le quatrième quart-temps. Zach essaie de défendre sur lui, mais il se prend un mid-range sur la tronche. Mais il répond avec un panier à 3 points à 8 mètres de l'autre côté. Donc bref, ça continue de s'échanger des paniers et l'avantage au score dans tous les sens pendant encore de longues minutes. Et en vrai, c'est un match qui est vraiment plaisant parce que même si la défense n'est pas ouf, il y a du rythme et ça va vraiment à 100 à l'heure des deux côtés. Ça se pose pas de questions et il n'y a pas énormément de déchets. Alors que quand tu joues à ce rythme-là, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même bah, voilà, des pertes de balles dans tous les sens, des mauvaises passes, etc. Il y en a, mais pas plus que ça. Donc au final, c'est quand même un match qui est plutôt plaisant à regarder, rythmé, il se passe toujours quelque chose. Le score il change en permanence. Et puis arrive cette fin de match.
un petit peu daubé, qui gâche un peu tout, parce qu'en fait, tu as Zach LaVine qui attaque le cercle à 2 reprises dans les 2 dernières minutes. Il y a faute sur lui, il se prend des contacts alors qu'il est en l'air, et les arbitres donnent rien. Mais ce qui tue vraiment les Bulls, en fait, c'est même pas tant ça, c'est cette violation des 5 secondes à 14 secondes de la fin du match. Donc, on est mené de 3 points, 122-119. On fait un super stop défensif, on récupère la balle, Billy Donovan prend le temps mort, et on est incapable de faire la remise en jeu. Avec, il faut le dire quand même aussi un petit peu, les arbitres qui ont très très vite compté les 5 secondes. C'était 1, 2, 3, 4, 5, bon, ouais, pas de remise en jeu, ouais, balle aux Kings, quoi. Donc c'était un petit peu gavant, même si après le lendemain ils ont dans leur communiqué qui parle des 2 dernières minutes, leur last 2 minute report, ils disent que non, non, je t'ai compté comme il faut. Bon bah, va te faire bomber, ce que je te dise. Par contre, ils disent qu'il y aurait dû avoir une faute sifflée sur Zach Lane. Ah bah oui, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc cette remise en jeu, ça a été vite compté, 5 secondes, on n'a pas pu remettre la balle en jeu et on n'avait pas de temps mort, on n'en avait plus pour essayer de remettre autre chose en place. Donc derrière, bah, les Kings récupèrent la balle, on fait faute, ils vont lancer, ils plient le match comme ça. Et c'est vrai que ça a gâché la fin, ça a gâché le match, quoi, parce que avant ça, c'était vraiment cool, vraiment super sympa à suivre, plein de bonnes actions des deux côtés, pas de super défense, mais du rythme. Et puis là, c'est un petit peu gâché le truc, donc c'est dommage, mais bon, tu perds face à une équipe qui était quand même voilà, en forme sur les derniers matchs. Tu t'attendais quand même à ce que ce soit un match compliqué pour aller le gagner. On était dedans, et puis ben voilà, on a foiré un petit peu sur la fin, cette remise en jeu, les lancers francs qu'on n'a pas eu, et puis mais bon voilà, c'est pas dramatique de perdre face aux Kings à ce moment-là, quoi, qui sont sur une grosse série, donc mais c'est vrai que la fin elle laisse un petit goût amer quand même. Euh, Après voilà, on a parlé de Lonzo Ball qui a mis 15 points, qui a mis 5 paniers à 3 points, qui était encore une fois très très bon. Josh Giddey a encore flirté avec le triple-double, il finit avec 12 points, 13 rebonds, 7 passes, un truc dans le style. Et donc les deux, Lonzo et Giddey, on avait déjà parlé de leur association, du fait qu'ils passaient de plus en plus de minutes ensemble et que c'était plutôt intéressant à suivre. Et donc là, bah, ils étaient tous les deux titulaires en l'absence de Kobe White, et ça a été encore une fois voilà, plutôt intéressant. Et tu sens que les automatismes continuent à bien se créer entre les deux. Vucevic en double-double malgré une soirée délicate en défense. Patrick Williams, comme d'hab, hein, il a été hyper discret pour pas dire autre chose, mais parce que vraiment j'ai pas envie de m'énerver et d'insulter tout ce qui passe. Le match à Indiana, 2 points à 0 sur 5 au shoot. Les 2 points qu'il met, c'est 2 lancers francs. Et c'est même pas sur un trip où il fait 2 sur 2. Non, non. 1 sur 2, et puis 2 cartons plus tard, 1 sur 2. Donc, hein. Contre Washington, 2 points à 1 sur 8. Voilà. Contre Sacramento, 8 points à 3 sur 12. Donc, ça veut dire que sur les 3 matchs là dont on vient de parler, Patrick Williams, il a shooté à 4 sur 25. Ça fait 16%. Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment. J'ai vraiment pas envie de parler de Patrick Williams parce que ça me gonfle. Tout de suite, ça me fait monter là, tu vois. Donc je préfère. Tu sais quoi, on va zapper. Patrick Williams, voilà. Fais ta vie de ton côté, je n'ai rien à secouer. Moi, ça fait très longtemps que j'ai lâché l'affaire, Patrick Williams. Il peut faire ce qu'il veut. Là. Même si sur le reste de la saison, il tourne à 15,8 rebonds, à 49%. Non. Tu sais quoi? Non, vas-y. J'attends qu'une chose, c'est qu'on se débarrasse de lui, mais je sais qu'il va être là jusqu'à la fin. Donc, c'est comme ça, on l'a signé pour 5 ans, on va l'avoir pour 5 ans. Donc, bref. Euh, Par contre, à sa décharge, il n'est pas le seul à avoir bien merdé son quatrième quart-temps, parce que honnêtement, tu regardes les stats, dans le quatrième quart-temps, Patrick Williams 0 points, bon. Josh Giddey 0 points, alors que Vucevic 0 points, Lonzo Ball 0 points. Donc ils ont tous joué au moins 5-6 minutes dans le quatrième quart-temps. Et donc c'est 4 titulaires quand même. Et il n'y en a aucun qui a mis un seul point. Même pas un lancer franc, rien. Zach LaVine a mis 9 points dans ce quatrième quart-temps. Il a rentré des gros shoots. Et derrière ça, tu as Talen Horton-Tucker qui met 2 paniers à 3 points rapidement dans le début du quatrième quart. Tu as Jalen Smith qui a encore fait un super taf de qualité sous les deux cercles comme il fait d'habitude. À chaque fois, on souligne ses belles perfs. Mais voilà, tu as quand même 4 titulaires sur 5 qui mettent 0 points dans le quatrième quart-temps. Donc forcément, c'est, voilà, ça joue sur le résultat final, quoi. Au moins, autant, si ce n'est plus, que les fautes non sifflées sur Zach LaVine et la remise en jeu dégueulasse, quoi. Mais bon, pour rester sur Zach,
Encore un match de ouf, encore un match incroyable de sa part. 36 points, 12 sur 24, 5 sur 8 à 3 points, 7 sur 7 au lancer, des attaques du cercle de ouf, des step back, des pull-up à 3 points, un carnage pas possible. 10 rebonds, 4 passes décisives. Il y a quand même un dossier là pour être All-Star quand même. Déjà, il a failli être élu joueur de la semaine. Ça s'est pas joué à grand chose. Finalement, c'est Darius Garland qui l'a gagné avec les Cavs parce que, bah, en partie grâce à leur bilan, avec 3 victoires, une défaite. Les Bulls étaient en 2-2. Je pense qu'il aurait. Voilà, c'est pas scandaleux que Garland soit joueur de la semaine, mais Zach LaVine, qu'il soit dans la discussion, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'il aurait peut-être pu voilà, être. Genre, s'ils avaient fait un top 3, il aurait peut-être dû être deuxième. Enfin bref. Il est sur une période là absolument dingue parce que donc on est sur 6 matchs en 2025 et sur ces 6 matchs, à chaque fois 30 points minimum. Et à chaque fois 50% au tir minimum. Il y a plusieurs de ces matchs-là à plus de 60% au shoot. Et rien de forcé. Rien de forcé. C'est tout dans le flow de l'attaque. C'est propre. C'est des choix qui sont vraiment bien faits. Et, euh, et donc ça fait 6 matchs de suite, ce qui est la meilleure série de sa carrière. Mais ça fait aussi 10 sur les 14 derniers matchs. Donc sur les 14 derniers matchs qu'il a fait, Zach LaVine, t'en as 10 où il a mis au moins 30 points. Et avec des gros pourcentages. Il est sur des, là, en janvier, il est à 59%, il est à 44% à 3 points, je crois, de mémoire. Donc c'est là, il a frôlé le triple-double à plusieurs reprises aussi. Là, il y avait le match contre les Spurs où il finit à 2 passes décisives du triple-double. Donc son dossier pour obtenir une troisième sélection All-Star est quand même très solide. Alors, pas en tant que titulaire évidemment, parce que la concurrence est rude déjà d'une. Et puis quand tu vois les classements à chaque fois, toutes les 2 semaines, la NBA qui met les 10 qui ont eu le plus de votes par position, par conférence, Zach LaVine n'est pas dedans, aucun Bulls n'est dedans. Mais après, il faut dire aussi que bah, les Bulls n'apparaissent pas vraiment en antenne nationale, ils passent pas souvent sur ESPN, voilà, sur TNT. Donc il est moins vu que d'autres joueurs qui sont devant lui dans les votes des fans. Mais quand tu vois qu'il y a Jordan Poole devant lui, tu te dis mais c'est pas possible. Comment Jordan Poole peut décemment être devant Zach LaVine? Non, c'est pas normal. Lamelo Ball pourrait être titulaire pour ce All-Star Game, alors qu'il a quand même loupé pas loin d'une quinzaine de matchs. Il chute à 42%. Il joue chez les Hornets, qui sont une des pires équipes de la ligue. Donc voilà, déjà, donc tu te dis, le bilan de l'équipe, il compte pas au moment de sélectionner son All-Star. Et puis, bon, en termes d'efficacité, il y a quand même des années-lumière entre ce que fait Zach LaVine et ce que fait Lamelo Ball, quoi, qui prend des shoots parfois du milieu de terrain, comme ça, vas-y, voilà. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que là, on va les jouer vendredi, les Hornets. Peut-être que Zach LaVine, il faut qu'il cartonne sur ce match-là, qu'il fasse un match à 40 points et que Lamelo fasse 3 sur 17 avec des shoots du milieu de terrain, je sais pas. Peut-être que son frère va le museler en défense, on sait pas. Ce sera peut-être une rare opposition entre Lonzo et Lamelo Ball, si d'ici là, il n'y en a pas un des deux qui se blesse. Parce que pour l'instant, ils sont tous les deux valides, donc on va croiser les doigts pour que ça se passe quand même vendredi. Mais voilà, est-ce qu'il faut que Zach LaVine défonce Lamelo sur ce match-là pour obtenir plus de considération de la part des votants? Bon, après, c'est vrai que les votes des fans ne comptent pas beaucoup pour le vote final. Après, il y a les votes des coachs, etc. Donc peut-être qu'il sera repêché et qu'il sera dans les 12. Ce serait pas illogique. Ce serait pas illogique. Mais si tu te dis, voilà, titulaire All-Star Game, la Melo Ball, Zach LaVine, quand même, il doit pas être loin derrière, quoi. Après, il y a la concurrence. Cunningham, il fait de très bonnes choses avec les Pistons. Il a encore fait un match de ouf cette nuit au Madison Square Garden. Euh, à Cleveland, bon, bah, t'as Garland, t'as aussi Donovan Mitchell, forcément. Voilà, t'as Tyler Hero qui se met à la discussion. T'as Rizal Liberton, bon, il a pas très bien débuté, mais il a cette réputation. Il était All-Star l'an dernier, Team USA, tout ça, donc il va avoir des votes pour lui. À Boston, bon, bah voilà, t'as forcément des types qui vont tenir des votes aussi. Mais je pense que quand même, Zach LaVine, ce serait pas, comment dire, illogique de le retrouver dans les 12 au final. Ce serait quand même une belle récompense, quoi. Donc, on va voir, on va voir. Mais bon, en attendant déjà le match contre Charlotte vendredi, il y en a deux en back-to-back qui arrivent ce soir et demain, toujours au United Center, puisqu'on est donc en plein milieu de ce homestand de 5 matchs. Donc on reçoit les New Orleans Pelicans ce soir et les Atlanta Hawks demain. Donc voilà, on avait Washington, on a Sacramento qui était probablement l'équipe la plus en forme sur les 5
qu'on affronte dans ce homestand de 5 matchs. Parce que les Pelicans, bon, bah, c'est pas ouf. Charlotte, ça va pas être ouf non plus. Même si les 2 matchs contre Charlotte cette saison, c'était 2 matchs bien dégueulasses où les deux équipes ont bien galéré. Et puis Atlanta, ça nous réussit assez souvent. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il y a moyen de peut-être se rapprocher d'un bilan à l'équilibre, hein, mine de rien. Donc là, on est à quoi? 19-21? Non, 18-21? 18-21. Ah, on est quasiment à mi-saison. 18-21. Après, là, les 3 matchs qui restent à domicile, avant de partir à l'ouest, où on va aller à Portland, qui pareil, est pas ouf. Bon, après, il y a les Clippers et les Warriors, mais bon, on verra ça plus tard. Mais là, sur les 4 matchs qui arrivent, il y a quand même moyen de bien se rapprocher d'un bilan à l'équilibre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sachant qu'on n'aura pas Torrey Craig, qui était déjà blessé à la jambe droite, et qui là, c'est en plus de ça, tordu la cheville droite. Donc, du coup, il sera réévalué dans 2 semaines. Donc, absence jusqu'à pratiquement février pour Torrey Craig. Par contre, Ayo Dosunmu pourrait revenir pour le match contre Atlanta, parce que ils vont pas le faire revenir et lui faire jouer tout de suite un back-to-back. Il va revenir pour le deuxième match du back-to-back. C'est en tout cas ce qui est prévu à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de rechute d'ici là dans un entraînement, dans un shoot-around matinal ou quoi. Apparemment, ce qui est prévu, c'est qu'il revienne pour le match de demain contre Atlanta et il louperait le match de ce soir contre les Pelicans. On va voir comment c'est évolue d'ici là, mais c'est le plan. Donc voilà, on va suivre ce back-to-back, on va suivre Charlotte, on va voir comment Zach LaVine va continuer de performer tous les soirs et perforer toutes les défenses qu'il a en face de lui et voir si ça suffit pour que son dossier soit suffisamment épais et gros pour que les coachs se disent non, on peut pas ne pas l'avoir en All-Star, on peut pas ne pas l'avoir dans l'équipe, quoi. Là il est en train d'appuyer sa candidature bien comme il faut. Et si les Bulls continuent de gagner quelques matchs là dans la semaine, ça peut encore plus voilà, peut-être jouer en sa faveur. Donc on va suivre tout ça, voir comment ça évolue. Et puis voilà, il y aura live tweet demain pour le match contre Atlanta, pas ce soir. Et puis voilà, les articles comme d'habitude, les recaps, etc. Donc d'ici la prochaine vidéo, comme d'hab, hein, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Go Bulls.